Chers frères et sœurs, mes chers compatriotes, chers amateurs du ballon rond, dirigeants, joueurs, encadreurs, il vous souviendra que le 4 mars dernier, le président de la Fédération nigérienne de football donc, a animé une conférence de presse en direct sur la télévision nationale et le même signal a été repris par plusieurs chaînes nationales en simultané. Dans cette sortie donc, du président de la fédération, je dirais même sortie inopportune et surtout une sortie ratée, le président de la Fédération nigérienne de football, dans son show à la Dadis Camara, avec justement les journalistes qui ont organisé cette activité, parce que dans l'introduction, on nous disait que c'est un collectif de journalistes qui ont organisé, ça m'a fait sourire, parce que nous connaissons les journalistes, nous connaissons les moyens des journalistes sportifs du Niger. Je ne pense pas qu'ils puissent avoir les moyens de disposer d'une retransmission en direct de Télé Sahel, mais surtout de pouvoir payer le décrochage sur certaines chaînes privées. Donc nous savons que l'initiateur, c'est lui-même le président de la Fédération nigérienne de football, pour faire donc son show à la Dadis Camara, comme je l'ai toujours dit il y a plusieurs années. Mais cette fois-ci, le décor était planté sur le toit de l'hôtel du centre technique. Et malgré la hauteur du deuxième ou du troisième étage de cet hôtel, le président de la FENIFOOT a été installé en hauteur pour se comporter comme un empereur. Parce que dès que je l'ai vu, je me suis immédiatement rappelé de Bokassa. Donc, dans cette sortie ratée, donc, le président de la FENIFOOT a essayé pendant 1 heure de temps dans cet exercice d'essayer donc de justifier ses échecs. Et vous avez sans doute remarqué le tâtonnement, vous avez sans doute dû remarquer donc le manque de cohérence dans ce qu'il était en train de dire à nos compatriotes. Nous allons l'écouter, nous avons l'élément. Avec vous, nous allons revivre un peu ce que le président de la FENIFOOT a eu à dire. Donc, et au fur et à mesure, je vais me prononcer par rapport donc, à ce qu'il dira. En tant que pays jouant en tout cas du football, en tant que pays qui a su faire parler de lui. Pourquoi cela rappelez-vous un peu, hein, quand nous sommes arrivés à la tête de la Fédération nigérienne de football, on était, je dirais, peu connus, si on peut dire. Et il y avait beaucoup de soucis, beaucoup de crises surtout. Nous sommes venus dans une période où les structures footballistiques étaient en crise. Et ce que nous souhaitons fixer comme objectif, c'était en premier lieu de ramener la sérénité dans le monde du football. Il faut reconnaître qu'en ce temps, comme je l'avais dit par le passé, le football était plus dans les rues, dans les fadas, dans les querelles et dans les médias, dans les querelles surtout des dirigeants, au lieu d'être dans les stades. Donc, premier objectif, il faut créer la sérénité, d'abord dans le milieu footballistique, ce à quoi nous sommes arrivés. Quoi qu'on dise aujourd'hui, c'est un milieu associatif, c'est normal, des gens parlent, des gens se plaignent tous les jours, mais aujourd'hui vous constaterez avec moi qu'il y a une stabilité en tout cas au niveau du monde footballistique, au niveau de la majorité des clubs, 90-95% des clubs suivent en tout cas la politique sportive aujourd'hui avec plaisir et avec aura. Ensuite, il fallait ramener le football, le ballon même, il fallait le faire rouler dans les stades au lieu que ça soit dehors. Ce qui a été chose faite aujourd'hui, ce qui atteste ça, c'est nos résultats qu'on a eus. Même si aujourd'hui les gens continuent à croire qu'on n'a pas de résultats, c'est vrai qu'il y a des petits soucis, on ne s'est pas qualifié depuis un moment en Coupe d'Afrique. Vous avez donc sans doute écouté, il dit avoir ramené la sérénité au niveau du football nigérien. Qu'avant le football était dans les fadas et que maintenant il l'a ramené dans les stades. Ça m'a fait sourire aussi. Le football n'est malheureusement pas dans les stades.
le football est retourné dans d'autres lieux. Et justement, c'est ça le vrai problème. Apporter la sérénité, surtout qu'il dit qu'aujourd'hui, à 80 ou 90%, les dirigeants du football adhèrent à ce qu'il est en train de faire. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Quand des responsables de clubs, quand ils se retrouvent souvent avec des gratifications, avec des avantages, c'est tout à fait normal qu'ils ne puissent pas parler. Quand on envoie des 100 000, des 150 000 francs, souvent pendant les fêtes, et avec justement des transferts où c'est écrit Fédération nigérienne de football, et on vous dit que non, c'est des frais pour acheter des pintades pour la fête, ou bien c'est des frais pour acheter le mouton de Tabaski. La question que je voulais poser au président de la Fédération nigérienne de football, est-ce qu'il existe une rubrique au niveau de la gestion de la FIFA où c'est mentionné donc frais de pintade ou bien frais de mouton pour la Tabaski? Vous comprendrez aisément que c'est une manière pour lui de tenir certains dirigeants du football à ne pas parler. Mais malheureusement, beaucoup de gens ne se posent pas la question avec quel fonds il arrive donc à être si généreux. Parce que je pense que tout le monde aimerait bien être généreux, mais je pense qu'on ne peut pas être généreux dans des fonds d'une association. Autre chose que je voulais dire dans cette petite parenthèse, parce qu'il parlait de la sérénité, pendant tout le temps qu'il a passé en direct sur la télévision nationale et sur les chaînes privées, il n'a pas parlé donc, de ce projet, ou bien il n'a pas détaillé le projet qu'ambitionne le chef de l'État, Bazoum Mohamed, pour le financement du football, c'est-à-dire les 100 millions qu'on avait prévus pour chaque équipe donc, de la Super League. En le voyant, il n'est pas du tout content de cela. Demandez-moi pourquoi, je le connais très bien, j'ai été son collaborateur. Si les clubs, les 14 clubs de la Super League arrivent donc à avoir 100 millions par an, dites-vous que le football nigérien va décoller parce que d'abord, ils ne seront pas dans le besoin. Ils pourront vraiment assurer la saison et surtout, ils seront autonomes et donc ils n'auront plus besoin de ces frais de pintade et puis de ces frais pour acheter le mouton de Tabaski. Donc voilà pourquoi actuellement il dit que non, ils sont en discussion, qu'ils vont essayer de voir un mécanisme pour ce financement. Je pense que ce mécanisme, ce n'est pas à la Fédération nigérienne de football de le mettre en place. Je pense que le chef de l'État a décidé donc d'accompagner donc ces clubs. Je pense que le chef de l'État va passer par le ministère de tutelle, qui est le ministère des Sports. Et je pense que le mécanisme de contrôle aussi ne doit pas venir de la Fédération nigérienne de football. Je pense que la Cour des comptes est là. Tout celui qui va bénéficier quand même d'une subvention venant de l'État, ce qui est sûr, ces structures, ces associations sportives auront l'obligation donc de rendre compte à qui de droit, mais surtout pas à la Fédération nigérienne de football. Donc je pense que nous allons passer au deuxième élément pour encore réécouter donc, notre Dadis Camara sur par rapport donc, à un autre point sur notre football. Comme récompense, 3 CHAN en 6 éditions. Malgré tout cela, on s'interroge sur la qualité réelle de notre championnat, que ce soit la Super League, la Ligue nationale et les ligues régionales. Effectivement, j'entends toujours ces propos-là, que le championnat nigérien n'a pas un bon niveau, le championnat nigérien est faible, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, la preuve concrète et directe, c'est ce que donne l'US Gendarmerie en Coupe de la CAF. Tout le monde voit, tout le monde vit ça. Le championnat ivoirien est 10 fois, 1000 fois plus riche que le nôtre, financièrement, mais on arrive aujourd'hui à mettre la SEC d'Abidjan en échec. On a éliminé la Côte d'Ivoire pour aller au CHAN. Ça veut dire qu'il y a un niveau du championnat. Mais il faut reconnaître qu'il y a des difficultés, effectivement. Toutes ces difficultés sont liées au problème de financement. On vit un championnat aujourd'hui qui est organisé par la fédération à 100% avec les fonds FIFA. Sans sponsor. Depuis 4 ans, nous sommes sans sponsor, sans subvention, comme on dit.
Je tiens d'ailleurs à profiter pour saluer tous les mécènes qui sont dans le football, notamment les dirigeants des clubs, les présidents des clubs, les membres des bureaux des clubs, parce que c'est ces gens-là qui se saignent aujourd'hui pour faire vivre. Alors, nous allons donc revenir pour écouter, pour essayer de discuter sur ce que le président de la Fédération nigérienne de football a dit par rapport donc à notre championnat. Il dit que le championnat a un très bon niveau et que tout se passe bien. Il a pris l'exemple de la gendarmerie qui a d'ailleurs battu la SEC d'Abidjan ici à Niamey. Je les félicite d'ailleurs au passage. Et donc pour lui, le niveau du championnat est très bien. Et voilà. Tout à l'heure, au début donc, de ma vidéo, je vous avais dit qu'il n'y avait pas de cohérence dans ce qu'il était en train de dire. Parce que quand vous regardez aujourd'hui la sélection nationale et qu'on vous dise qu'on n'a pas trop confiance aux locaux, donc il y a un problème. Ça veut dire que lui-même n'a pas trop confiance à notre championnat. Deuxièmement, si notre championnat, comme il le dit, est de très bon niveau, il croit, parce que là, il vient de nous parler d'une victoire quand même d'une équipe nigérienne sur une équipe ivoirienne, en l'occurrence donc la SEC d'Abidjan. Il devrait aussi féliciter les entraîneurs locaux, parce que c'est Zakari Yaou quand même qui a battu la SEC d'Abidjan. Pourtant, il ne lui a jamais donné la chance d'être être un sélectionneur des U17, U20, CHAN ou même l'équipe A. Il ne lui a jamais donné l'opportunité, même souvent, d'être même dans le staff. Donc, quand il dit ça, je pense qu'il se contredit. Il se contredit. Et quand vous voyez la récente sélection, je pense que vous comprendrez aisément que ce qu'il est en train de dire, c'est tout à fait du bluff. Et lui-même ne croit pas à ce qu'il est en train de dire. Et je vais revenir sur la qualité du championnat parce que à l'entendre parler, c'est comme si à l'époque le championnat n'était pas bon. Moi, j'ai été son collaborateur donc de 2009 à 2013, donc jusqu'au 15 mars 2013 où nous avons démissionné. Je pense que nous avons quand même eu la chance donc d'arracher cette qualification pour la première fois de l'histoire de notre pays, donc la CAN 2012. Et nous avons encore eu la chance sur un match aller-retour contre la Guinée, si vous vous rappelez bien, nous avons pu aussi avoir arraché une qualification pour la CAN 2013 qui s'est passée au niveau donc, de l'Afrique du Sud. Mais ce qu'il faut retenir, quand nous sommes arrivés en 2009, les joueurs qui nous ont permis de faire cette très belle campagne de ces éliminatoires, ce n'étaient pas des joueurs que nous avons formés. C'est des joueurs que les anciens présidents de fédération, grâce au championnat qu'ils arrivaient à organiser, c'est eux qui nous ont fourni ces joueurs qui nous ont permis d'écrire l'histoire du football nigérien. Talatou, par exemple, pour citer le Talatou qui était le numéro 10 des éliminatoires de la CAN 2012, était à la première participation du Niger à la CAN U17, si vous vous rappelez bien, en Algérie, où nous avons été disqualifiés. Je vais revenir sur cette disqualification après. Donc, si vous prenez aussi Modibo Sidibé, qui était aussi dans l'équipe du MENA CAN 2012 qui nous a qualifiés, ce n'étaient pas des joueurs que nous avons formés, c'est des joueurs qui nous ont que nous avons trouvés dans le pipeline et que nous avons utilisés pour avoir cette qualification. Camille Oudaoud, la même chose. Youssouf Alassane Dante, la même chose. Lawali Idrissa, la même chose. Quand vous prenez Mazou, Moussa Mazou, qui est d'ailleurs le joueur qui a bénéficié du transfert le plus cher de l'histoire de notre football, donc son transfert de Lokeren au CSK à Moscou, Mazou n'a pas été un produit du colonel Pelé ou bien de la gestion de notre gestion de 2009-2013. Mazou déjà était en jambes et c'est le hasard qui a voulu qu'à l'époque il a signé donc à l'AS Fan
et il s'est retrouvé donc à Lokeren grâce à un agent joueur belge qui s'appelait Veros, qui était un ami de notre défunt aussi ami Munkele Garba, paix à son âme. Donc vous voyez un peu, ceux qui nous ont qualifiés pour la CAN 2012, ce n'étaient pas des joueurs que nous, à notre époque, nous avons formés pendant les championnats où nous sommes arrivés. Donc nous avons trouvé des joueurs en jambes grâce à un championnat. Il n'osera pas dire que le championnat n'était pas bon à l'époque. Peut-être on jouait moins de matchs, mais il y avait plus de qualité. Et je pense qu'autant jouer peu de matchs avec des qualités que de jouer plein de matchs sans qualité. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport donc, au championnat de ses prédécesseurs, du colonel Diallo à l'époque, de Djambeidou et de Hima Souley à l'époque. Donc pour revenir encore sur sa sortie, nous allons encore écouter le président donc, de la Fédération nigérienne de football. Permis en tout cas de rester encore dans les phases, de ne pas jouer les préliminaires. Alors je vais poser la première question, Monsieur le Président. Quand vous êtes arrivé à la tête de la FENIFOOT en 2009 et dès en 2012, le Niger participe à sa première CAN, puis suivi d'une deuxième en 2013. Donc vous avez placé la barre très haute. Puis depuis 2013, le Nigérien ne peut pas voir son équipe nationale à la CAN. On regarde tous la CAN à la télé. Alors, comment vous avez fait pour qualifier le MENA en 2012 et 2013 et que depuis, ce n'est plus possible? Merci Assimi. Ça, c'est le sujet effectivement le plus large, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que comme l'a dit un de mes anciens dans le domaine, qui était le président de la Fédération algérienne de football, Raoula, en me conseillant dans le passé, m'avait dit, tu sais, tu as beau faire tous les efforts du monde pour développer tout ce que tu veux comme projet, dès que l'équipe A ne marche pas, on dira que le football ne marche pas. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Nous avons connu des succès parce qu'il y avait des conditions et des circonstances favorables à l'époque où nous avons connu ces succès-là. Qu'est-ce que j'appelle circonstances et conditions favorables? Ce qui avait une excellente collaboration entre nous et la tutelle, notamment le ministère des Sports. Nous sommes partis, rappelez-vous bien, depuis, j'ai connu le ministre Kazalma d'abord quand je suis arrivé, ensuite le ministre Salou Gobi brièvement, mais notre première qualification au CHAN, c'était avec le général Meimanga, qui était ministre des Sports, qui était notre aîné, qui nous a conseillé, qui nous a accompagnés, vraiment avec tout ce qu'il faut comme assistance en tout cas, et complicité et collaboration. C'est ça qui a fait nos succès à lui et moi d'abord et au CHAN. Et c'est sur ces fondations-là que nous sommes partis pour arriver à la CAN. Il avait été remplacé par le ministre paix à son âme, Hassan Kounou, qui a été un ministre très compréhensible et très disponible pour la Fédération nigérienne de football. Je pense que la clé de notre réussite est partie de là, de cette collaboration-là. S'il y a une excellente collaboration entre la tutelle et les fédérations, il ne peut y avoir que des résultats satisfaisants pour les trucs. Mais si nous sommes en train de nous jeter des bâtons dans les roues, comme on dit, des pots de banane du moins, et nous mettre des bâtons dans les roues, on aboutira toujours à ça. C'est ça qui explique le fait que depuis un certain nombre d'années, nous ne nous qualifions pas. Je dis, il y a eu les circonstances, une bonne collaboration avec le ministère et l'accompagnement politique extraordinaire qu'il fallait à l'époque. Il faut le reconnaître. Le chef de l'État, à l'époque, suivait l'équipe nationale pas à pas, le président Issoufou. Il ne lésinait pas, en tout cas, sur les moyens pour nous accompagner et pour accompagner l'équipe nationale. Rappelez-vous bien, avant tous nos déplacements, on avait le Mont Bagazen, les C130 à disposition, ça a été ça pour les CAN. Les financements, les conditions dans lesquelles l'équipe jouait étaient excellentes parce que tous les moyens suivaient. On avait l'oreille attentive, effectivement, du gouvernement, notamment du président de la République et du Premier ministre Brigitte Raffini, qui étaient à l'écoute de toutes nos aspirations parce qu'ils se sont rendus compte, comme l'avait dit à l'époque le président, que le football est un meilleur ambassadeur, en tout cas pour un pays, pour l'image d'un pays. C'était ces conditions et ces circonstances qui ont fait
nos qualifications. Malheureusement, comme on dit, vous savez bien, dans toute œuvre humaine, ça existe. Le succès appelle toujours la convoitise et la jalousie. Malheureusement, nous sommes partis dans ça. Dès que les gens ont vu que ça se faisait bien, il fallait trouver les solutions pour freiner ça. Ça, je le dis en toute âme et conscience parce que je sais, j'ai les peurs. Des gens se sont réunis, des gens se sont assis pour dire que cette fédération, la seule manière de la stopper, il faut leur couper les vivres. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et malheureusement, je le dis, souvent quand tu dis quelque chose pour essayer d'arranger, quelqu'un peut prendre mal et puis ne pas demain dire que tu... Je dis, les gens ont créé une crise entre la tutelle, entre le ministère des Sports et la Fédération nigérienne de football. Pourquoi donc les Nigériens ne se sont plus qualifiés à une Coupe d'Afrique des Nations depuis donc, la dernière CAN de 2013? Je suis tout simplement choqué. Choqué d'entendre un officier supérieur de l'armée, président d'une fédération, et avoir un manque de reconnaissance. Parce qu'en l'écoutant, vous l'avez bien entendu dire, qu'il n'a bien collaboré qu'avec deux ministres. C'est-à-dire qu'il n'y a que deux ministres qui ont vraiment été des très bons collaborateurs de la Fédération nigérienne de football. Quel manque de reconnaissance. Est-ce que c'est le rôle d'un officier supérieur de venir faire le procès d'un ministère de tutelle? Ce que justement beaucoup de gens ne savent pas, les ministres dont il est en train d'indexer, l'interlocuteur des présidents des fédérations, c'est le directeur des sports. Aujourd'hui, il doit s'adresser au directeur des sports. Son interlocuteur direct, ce n'est pas le ministre des Sports. Donc vraiment, l'entendre parler de cette manière, je suis choqué. Je suis choqué. Et surtout, quand il donne aussi encore des explications qui ne tiennent pas la route, il dit que non, mais nous ne sommes pas qualifiés parce que justement, nous avons un sérieux problème dans l'organisation même de notre football. À l'époque, on avait des joueurs qui étaient en jambes. Tout le monde le savait. Le ministère de tutelle le savait. Le président de la République de l'époque, Youssouf Mahmoud, dont il dit, bien entendu, par le canal de ses conseillers sports, le savait également. Si vous vous souvenez, je viens de citer quelques joueurs. Mazou jouait en Ligue 1. Quand nous avons battu l'Égypte ici à Niamey, Mazou était à Bordeaux. Quand nous avons battu l'Égypte ici et l'Afrique du Sud à l'époque, Youssouf Alassane Dante était titulaire au FUS de Rabat. Il a d'ailleurs remporté la Coupe de la Confédération avec le FUS de Rabat. Il était en jambes. Kamilou, Konaté et Daouda Kassali et Kader, le défenseur, ces 4 Nigériens étaient titulaires au Coton Sport de Garoua. Ils ont joué une finale contre El Ali de la Ligue des champions d'Afrique. Ils étaient en jambes. Mais qu'ils viennent parler comme ça, mais c'est extraordinaire. Aujourd'hui, quels joueurs nous avons qui brillent aujourd'hui? C'est vrai, nous avons des joueurs qui sont dans des grands clubs quand même ici en Afrique et tout. Mais quand vous regardez sur le papier, il n'y a pas match par rapport aux joueurs qui nous ont qualifiés en 2012. Parce qu'il s'agit de l'image de notre pays. Il faut qu'on le comprenne tous. Et ça a été fait. La Chine a donné un accord. Maintenant, la balle était dans notre camp, c'est à nous de réagir. Il faut que vraiment quelque chose se fait, comme ça a été sur d'autres projets au Niger où les infrastructures se sont faites en très peu de temps. Ça veut dire que c'est faisable. Alors, on a eu des sommets de l'UA où on a construit des infrastructures en un temps record. Ça veut dire que c'est faisable. Alors, président, techniquement, c'est au niveau des affaires étrangères ou c'est au niveau de votre tutelle que... Non, je pense que le projet est géré par le ministère de tutelle, le ministère des Sports. Nous sommes en discussion avec eux, on attend voir. Mais c'est le ministère des Sports qui est en charge normalement de la réflexion. Pour parler de la réfection du stade, il met dos au mur encore le ministère de tutelle. Bon, je ne sais pas pourquoi. Et quand vous l'avez écouté tout à l'heure, il disait qu'à l'époque du président Issoufou, les financements, il n'y avait pas un problème de financement. D'ailleurs, il bénéficiait même des avions, le Mont Baxam, des C-130, et que le Premier ministre Brigitte était à l'écoute et tout. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'aujourd'hui, le président Bazoum ne fait pas de son mieux par rapport au football?
que Oumoudou ne l'écoute pas, ne lui lâche pas de l'argent? Ou bien qu'est-ce qu'il veut dire par là? Venant d'un officier supérieur quand même, c'est grave. Mais bon, je me dis sans doute qu'il est dans un autre état. Président, dernièrement, il y a eu une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux, une vidéo dans laquelle le terme parents, amis et connaissances est sorti, faisant cas de comment la sélection nationale est faite. Les joueurs qui ne jouent pas en équipe nationale, des joueurs, des parents, amis et connaissances proches de la FENIFOOT ou proches même du président de la FENIFOOT. Vous n'avez rien dit jusque-là. Qu'est-ce que cela a suscité en vous d'entendre des gens évoquer le terme parents, amis et connaissances dans les sélections nationales? Écoutez, moi je trouve ça très ridicule. D'abord, c'est parti d'un malentendu. Je pense que vous êtes mieux placés les journalistes parce que vous avez vécu cette conférence de presse. Vous savez exactement ce qui s'est passé et ce que le coach a voulu dire. Il s'adressait plus à la presse qu'à la fédération. Mais ce qui m'a déçu, c'est que on sait, tout le monde sait qui a manipulé ces images-là pour faire cette intoxication. Donc, vous l'avez sans doute écouté aussi par rapport donc, à cette vidéo qui a été virale sur les réseaux sociaux où le coach Cavalli était en train de parler de la sélection des parents, amis et connaissances. Et pour votre information, c'est qu'il n'a pas eu le courage de le dire sur ce plateau quand il était en direct. Il a dit à beaucoup de ses collaborateurs et à beaucoup de gens même au niveau de la tutelle, que cette vidéo a été donc montée par moi ou bien par mes proches et que c'était pour nuire. Alors même que la vidéo que moi j'ai eu à poster sur les réseaux sociaux, c'était une vidéo comment on appelle, que j'ai eue sur une chaîne internationale. J'ai même évité de prendre une chaîne locale pour qu'on ne dise pas que c'est de la manipulation. Sophie, elle est bonne, ça va, elle n'est pas bonne, on peut la changer. Mais si vous naviguez à vue en voulant faire jouer des joueurs qui vous plaisent, qui sont des amis de la famille ou je ne sais quoi, pour faire une équipe, mettre des joueurs tout le temps qui sont âgés parce qu'ils sont là, ils sont des références, vous ne construirez jamais un avenir pour le MENA. Moi je pense qu'il y a une pépinière qui est assez jeune, qui arrive, ce sont ceux qui ont fait la Coupe du Monde, les 20 ans qui ont fait la Coupe du Monde, les 17 ans. Voilà, ça c'est avec ça que vous allez construire l'avenir. Parce que s'ils se sont qualifiés en Coupe du Monde par le passé, dans leur catégorie, ce n'est pas le fait du hasard. En écoutant Cavalli, plusieurs fois, Cavalli a été de mauvaise foi. Il s'adressait, certes, il était devant les journalistes, mais il s'adressait à la fédération. Il s'adressait à la fédération. Parce qu'il faut l'écouter jusqu'à la fin pour comprendre qu'il s'adressait à la fédération. Il y a quelque chose de très important qu'il a dit vers la fin, parce qu'il dit que quand vous voulez faire jouer des vieux joueurs ou bien des amis de la famille, des connaissances et autres, vous ne pouvez rien faire avec le MENA. Et il répète, il dit qu'il y a une jeune génération qui est là, qui s'est qualifiée en Coupe du Monde, et s'ils se sont qualifiés en Coupe du Monde, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Ce n'est pas le fruit d'un hasard. Je reviens donc sur ça. Vous voyez à l'écran la nouvelle sélection donc, du MENA qui est sortie il y a quelques jours. Daouda Kassali fait partie de cette sélection. Daouda qui a plus de 38 ans, parce que 38 ans sur comme on dit, âge sportif. Donc, vous devrez savoir que si réellement Cavalli était sincère, il voulait apporter un changement et qu'il n'avait pas une pression sur la sélection, il n'allait pas faire venir Daouda Kassali. Et deuxièmement, quand Cavalli dit que les jeunes joueurs qui se sont qualifiés pour la Coupe du Monde ou bien qui étaient là pour la CAN des moins de U20 à Niamey, mais regardez un peu, quand est-ce qu'il a commencé à les sélectionner? Quand il avait fait le point de presse, est-ce qu'ils étaient sur... Il les utilisait pas? Il les utilisait pas. Et autre chose, justement, pour répondre un peu aussi au président de la fédération qui pense que Cavalli c'est le meilleur entraîneur, quand l'entraîneur même que vous amenez de l'étranger vous dit que les jeunes qui se sont qualifiés en Coupe du Monde, ce n'est pas le fruit d'un hasard, donc lui-même, il reconnaît qu'il y a eu un entraîneur qui a fait un travail extraordinaire, qui a qualifié l'équipe en Coupe du Monde pour la première fois de l'histoire du Niger. Je parle de Soumaïla Tiémogo.
Cavalli lui-même dit que s'ils se sont qualifiés, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Donc si celui que vous avez amené au Niger pour entraîner la sélection nationale reconnaît qu'il y a un entraîneur qui s'est qualifié en Coupe du Monde et que ce n'était pas le fruit d'un hasard, pourquoi donc compter sur un expatrié alors que lui-même vous dit que vous avez des valeureux entraîneurs au Niger? Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à la sélection. Quand il parle de parents, amis et connaissances, vous avez sans doute vu dans la sélection, avant il y avait Hervé Liboni qui a plus de 38 ans aussi d'ailleurs, un vieux joueur. Cette fois-ci il n'est pas là, mais comme par hasard c'est son jeune frère qui arrive au niveau de la sélection. Je parle de Chris. Si ce n'est pas parents, amis et connaissances, comment est-ce que le petit frère de Hervé va-t-il se retrouver en sélection au niveau du MENA? Ça, c'est la preuve que les sélections, c'est du parent, ami et connaissance. C'est parce que juste ils connaissent Hervé et ils savent qu'il a un petit frère, ils le font venir en sélection. Pendant qu'il vante, il fait les éloges du championnat local, le jeune, si réellement il croit au championnat nigérien, je pense qu'il n'a pas besoin de faire venir d'autres personnes. Et nous allons revenir encore, parce que je l'ai entendu dire à un moment que nous avons parlé de Daniel Sosa par rapport à son passeport et autres. C'est vrai, j'ai posté sur ma page lorsqu'il était arrivé en sélection. Vous tapez sur Google le nom de ce joueur, Daniel Sosa, vous allez voir, ils vont vous dire que ses parents sont ghanéens et béninois. C'est écrit noir sur blanc. Et il y a un autre article, si vous tapez dans Google, vous allez vous retrouver, il était à 2 pas d'être sélectionné au niveau de l'équipe nationale du Bénin. Et on le voit en sélection. J'ai eu mal parce que je sais que des jeunes Nigériens qui jouent dans le championnat local ici ont du mal souvent à trouver des passeports nigériens parce qu'il y a des petites erreurs sur leurs actes de naissance, sur la nationalité, donc il faut corriger et la procédure est un peu longue. Je l'ai bien dit sur ma page, j'étais député avec mon macaron, j'étais au niveau de la DST pour faire un passeport ordinaire pendant que j'ai un passeport diplomatique parce que je suis né à l'étranger, tout à fait normal. Ils m'ont donc demandé d'amener beaucoup d'autres documents que j'ai fournis. Et j'ai reçu mon passeport 1 semaine après. Je n'accuse pas la DST. Et d'ailleurs, je félicite ce jeune officier qui était en face de moi ce jour-là, qui a été très poli, très courtois, et qui m'a demandé tous ces documents-là que j'ai fournis pour avoir mon passeport. Si un élu connu de tout le monde, n'arrive à avoir son passeport qu'après 1 semaine ou 10 jours, comment la Fédération nigérienne de football arrive-t-elle donc à délivrer des passeports à ces joueurs qui n'ont aucun lien avec notre pays? Quand vous regardez la sélection, il y a un jeune qui s'appelle Najid Yakoubou. C'est un jeune cadet ghanéen. Et quand vous regardez sur Internet, on voit que carrément c'est un Ghanéen. Un Ghanéen qui joue en Ukraine. Donc il est né le 1er mai 2000 à Accra. On dit c'est un footballeur ghanéen, donc évoluant donc au poste d'arrière droit. Donc latéral droit. Donc faire venir vraiment quelqu'un du Ghana pour jouer au poste de latéral droit, vraiment ce n'est pas faire la promotion de notre football, sincèrement. On veut me dire que dans tout le championnat nigérien, là, on ne peut pas trouver un latéral droit. On veut me dire qu'à l'intérieur du pays, à Zender, on ne peut pas trouver un latéral droit. À Maradi, il n'y a pas de latéral droit. À Agadez, il n'y a pas de latéral droit. Difa, Tilaberi, sur toute l'étendue du territoire nigérien, on ne peut pas trouver un latéral droit. Il faut aller chercher un joueur dans un autre pays pour l'amener. Et je vais revenir encore sur ce que j'avais dit par rapport à Daniel, l'attaquant Daniel qu'ils ont fait venir, qui est ghanéen et béninois aussi. Je me demande ce jeune comment ils vont faire aussi pour lui faire un passeport nigérien. Parce que sur Internet, en tout cas actuellement, quand vous tapez, on vous dit que c'est un Ghanéen. Et il n'a pas joué dans le championnat nigérien. Parce que pour se défendre par rapport à Daniel Sosa, il disait que Sosa a joué au Niger. Bon, qu'ils me disent où est-ce que le jeune Yakoubou a joué au niveau du Niger. Et ce qui me fait mal et qui me fait sourire, c'est que le colonel-major fait partie des gens qui attaquaient à l'époque, au temps de Hima et de
Karingama à l'époque, où on avait un joueur qui s'appelait Fankele, qui était d'origine malienne. Ils ont même créé une expression à l'époque, lui et ses partisans et ses amis, la fankelisation du championnat. Ils disent que le championnat a été fankelisé, le MENA a été fankelisé. Aujourd'hui, ils sont en train de faire la même chose. Parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de yakoubiser aussi le championnat et le MENA. C'est compliqué. Et je pense que quand nous sommes là pour tirer la sonnette d'alarme, et je vais tirer encore la sonnette d'alarme au niveau de la DST, au niveau de la police nationale, pour faire attention vraiment dans cette histoire de joueurs et de passeports et autres. Pour parler encore du MENA, je n'ai pas vu Axo dans la liste. L'USGN a 2 joueurs, je crois. Pourtant, il faisait les éloges de la gendarmerie, disant même que la gendarmerie a battu un grand club comme la SEC d'Abidjan. Et la gendarmerie se retrouve avec seulement 2 joueurs. Aujourd'hui, tout le monde est unanime que l'AS Nigelec est en train de faire un parcours exemplaire, un parcours sans faute au niveau du championnat. Je n'ai pas vu de joueurs de l'AS Nigelec. Ils ont un très bon gardien, je ne l'ai pas vu. Et surtout que ce genre de tournoi en Mauritanie, ce n'est pas une compétition. C'est pendant ces genres de tournois qu'on essaye des nouveaux joueurs pour voir si on peut essayer de trouver des solutions à l'équipe et autres. Donc pourquoi ne pas donner la chance à ceux qui jouent au Niger bon sang? C'est ça le problème. Mais j'ai compris, le président de la Fédération nigérienne de football, le colonel-major, est devenu un agent joueur. Il est ami à beaucoup d'agents joueurs en Europe et c'est eux qui le fournissent des joueurs qu'ils placent. Et demain, parce que quand ils sont en équipe nationale, demain, ils peuvent aussi, par les matchs qu'ils font avec le MENA, trouver des clubs et ils se retrouvent un peu dans cette histoire de commission et autres là. C'est dommage, ce n'est pas le rôle d'un responsable d'une fédération. C'est ça le problème. Et quand je pense, tout à l'heure, je parlais du jet de discrédit qu'il faisait, ceux qui ne savent pas, il dit que le président de la République actuelle, le président Bazoum, a été ministre de l'Intérieur. Donc il a les fiches de tout le monde. Il a géré les renseignements quand même. Il sait qui est qui a fait quoi, qui est comment. Donc ce n'est pas à lui de discréditer les gens. Et s'il y avait une comparaison à faire entre nous deux, je pense que c'est le jour et la nuit. Je ne cache rien et je pense que ce n'est pas à lui de vouloir discréditer les gens. Parce que le chef de l'État actuel, il sait tout. Et si aujourd'hui il cherche à faire des mécanismes pour financer le football, il sait beaucoup de choses parce que quand même il a géré quand même le ministère de l'Intérieur, il a géré les renseignements. Donc que ce soit moi, que ce soit lui, que ce soit d'autres personnes, que ce soit d'autres acteurs, ils savent tout sur nous. Ils ont parlé de naturalisation de certains joueurs, mais normalement les Hervé et Daniel ne devraient pas faire partie de cela. Il y a d'autres qui se sont battus pour notre pays, qui ont fait plus de 10 ans, 15 ans au Niger. D'autres se sont mariés à des Nigériennes et qui ont participé à la campagne de la CAN 2012 et la CAN 2013. C'est à eux qu'on peut demander au chef de l'État de faire une naturalisation. On ne peut pas aller ramasser des joueurs un peu partout et venir les naturaliser pour les faire jouer au MENA. Où est la cohérence dans ce qu'il dit quand il parle de la promotion du football nigérien et qu'il est là pour le développement du football nigérien? Alors que le football nigérien doit être quand même, doit faire la promotion de ces jeunes que nous avons qui jouent dans notre championnat. Mais bon, quand on dit qu'on fait la promotion du football et qu'une licence de football coûte plus cher qu'un passeport de la République, je pense que ce n'est pas une promotion. Cette maison est une maison à but lucratif. Et d'ailleurs, je pense qu'ils doivent même avoir un NIF, parce que c'est pour la première fois que j'ai entendu une association avec un NIF, parce qu'avec l'hôtel qu'ils ont au niveau du centre technique, je pense qu'ils doivent avoir un NIF et autres là, alors que là, c'est une association à but non lucratif. Donc voilà un peu ce que je voulais dire donc, par rapport donc, à cette histoire de passeport. Ils nous accusent aussi, soit disant qu'on les accuse de faire du faux. Non, je ne les accuse pas. J'ai juste dit à la DST d'être vigilant et vraiment de faire très attention qu'on ne nous amène pas vraiment des mercenaires un peu partout, alors même qu'ils n'ont même pas un lien avec notre pays. Nous allons continuer donc à écouter donc, le président de la FENIFOOT dans son
show à la Dadis Camara. Il y a eu un compte créé, un régisseur désigné par le ministère des Finances. Et ce compte a fonctionné comme ça, avec la signature du ministère, du régisseur et la signature de la FiniFoot. La FiniFoot avait 2 signataires, moi et un de mes vice-présidents, qui étaient signataires. C'est comme ça que ces fonds ont été gérés et dépensés. Et moi, président de la Fédération nigérienne de football, vous savez qu'à l'époque, j'étais au comité d'organisation de la CAN. Donc avant que notre équipe ne parte, que les gens ne partent, j'étais déjà parti en place. J'étais déjà en place au Gabon. Donc je n'ai pratiquement signé aucun chèque sur les titres. Mais les fonds ont été donc dépensés à partir de ce compte-là. Comment ça s'est passé? Un seul exemple que je vous donne, ou 2 exemples. Et des gens sont retirés pour dire qu'eux ne sont pas concernés, c'est que le président de la FiniFoot qui a géré. Alors que je n'ai fait que assumer mes responsabilités de président de la fédération pour demander, effectivement, faire un bilan, demander des comptes aux gens pour qu'ils justifient ce qui a été mis à leur disposition. Ce que je sais juste brièvement, sur les fonds mobilisés qui ont fait beaucoup de bruit, c'était les fonds récoltés au niveau des téléphonies mobiles. Qui ont fait beaucoup de bruit. Le comité avait mobilisé 483 millions, je crois, au niveau des trucs de téléphonie mobile. 483 millions. Tenez-vous bien, sur les 483 millions, les messieurs qui sont allés crier, dont M. Meyaki, que vous connaissez, a pris la moitié de la somme, 240 millions au moins, sous un fallacieux prétexte de communication, je ne sais pas quoi, gouvernemental ou quoi. Ils se sont attribués ces fonds. Sur les 483 millions, 240 millions sont allés dans ces poches pour ça. Moi, je ne rentre pas dans les détails. Je dis que nous, on nous a traînés en justice. Parce qu'on dit qu'il y a une dénonciation et que la justice s'est saisie de ça. J'espère que les gens chercheront à voir clair aussi dans ces trucs-là. Un autre acteur qui dit qu'il n'est pas concerné par la gestion, notre honorable ou votre honorable serviteur, comme il s'appelle, il se fait appeler tout le temps, M. Abdraman Oumarou, tout le monde sait à gérer. Nous avons déplacé 350 personnes au Gabon pour cette canne-là. Les avions amenés, il fallait gérer les hôtels, l'alimentation des gens et tout. C'est lui qui était en charge de ça. Il a géré dans ces fonds-là 163 millions de francs CFA. Comment ça s'est fait? Il y a des financiers qui sont là, il y a un régisseur du compte. Ils savent ce qui s'est passé après sur les comptes rendus. Moi, je ne rentre pas dans les détails. J'espère que demain, les gens regarderont ce qui s'est passé réellement. Mais je pense que ces gens ne peuvent pas se positionner en donneur de leçons. Nous nous sommes tués depuis toutes ces années parce que l'affaire était en justice. Nous ne pouvons pas commenter ça. Mais aujourd'hui que nous sommes blanchis, nous allons nous faire le plaisir justement de donner des détails sur ça dans l'avenir. Donc ça, tout ça a été fomenté. Vous remarquez l'acharnement sur mon frère Salif Meyaki et moi-même. Vous avez entendu un officier supérieur de l'armée discréditer quand même la fonction de député national. Parce que quand il dit « votre député », ça me fait sourire. J'ai été son député parce qu'il vit à Niamey, au titre de la région de Niamey. Donc j'ai été son député. Et il doit le savoir aussi que protocolairement, quand même, il me doit du respect. Parce que je pense qu'un élu est quand même devant un officier supérieur de l'armée. Sauf s'il n'est pas républicain. Je pense qu'il devrait quand même avoir du respect pour la fonction. Et quand il parle de, soi-disant, votre serviteur, j'ai été son serviteur lui aussi. Parce que quand j'ai été élu, il m'a appelé pour me dire que cette fois-ci, il y a des jeunes qui sont à l'Assemblée, qui comprennent les choses, qui vont essayer de booster pour que vraiment au niveau du budget, il y ait des budgets conséquents vraiment pour aider le sport nigérien et autres. Ça m'a fait sourire. Et malheureusement, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. D'ailleurs, pendant les lois de finances, à chaque fois que, à l'époque, le ministre Assimi Massoudou arrivait au niveau de l'Assemblée nationale, je prenais la parole pour leur dire de vraiment trouver un mécanisme pour protéger les fonds, parce que nous connaissons beaucoup de vautours qui tournent et qui rôdent. J'essaie donc de regarder où se trouvent les fonds de sport pour les dilapider. Je suis obligé encore de parler un tout petit peu de sport. J'ai vu une inscription de 1,5 milliard pour la CAN U20.
Pour rappel, je pense que la CAN va se dérouler juste pour 2 semaines et ce montant représente 50% du budget annuel du ministère des Sports. Je voulais juste suggérer au ministre vraiment de mettre un mécanisme de contrôle pour que ce montant ne tombe pas entre les mains de certains prédateurs de sport et pour expliquer aussi à l'opinion, parce que quand il y a des tournois de ce genre, la CAF prend entièrement en charge l'organisation, les transports des équipes, l'hébergement des équipes sont financés par la CAF. Donc, c'est-à-dire ce montant, normalement, doit aller aux concernés, c'est-à-dire le staff et puis les joueurs. Et ça m'étonnerait vraiment si vous pouvez, comme ça se fait dans tous les autres pays, nommer un président de comité d'organisation qui sera rattaché peut-être à la présidence ou la primature. Et je pense qu'à l'époque, il n'avait pas aimé. J'ai été son serviteur parce que pendant mon mandat, je pense la seule fois qu'un ministre des Sports a été interpellé à l'Assemblée nationale, c'est grâce à son serviteur Omar Abdraman, comme il n'aime pas le dire, mais moi je vais le dire. J'ai interpellé le ministre Kassoum à l'époque par rapport à des primes de match, parce que c'est lui qui lançait justement ces rumeurs un peu partout dans la ville, que le problème c'était au niveau du ministère, c'était pas chez eux. Et pour justement éclairer et puis faire en sorte que les Nigériens puissent vraiment connaître la vérité, donc j'ai interpellé le ministre Kassoum pour parler de ces primes, mais surtout aussi, j'ai parlé un tout petit peu de cette vidéo aussi qui a été virale, qui a été filmée au Caire, où nos joueurs étaient en train de dire qu'ils n'avaient même pas de quoi manger, ils mangeaient que des haricots. Et nous savons qui est l'investigateur de cette vidéo, nous savons qui a filmé cette vidéo et nous savons sur ordre de qui cette vidéo a été filmée. Mais comme les gens ne sont pas courageux, ils ne peuvent pas donc s'assumer. Quand ça a pris notre tournure, ils ont vite fait de tourner la page de cette vidéo qui était humiliante pour notre pays et surtout pour notre football. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues députés, je pense que c'est la première fois qu'on va parler de sport. Ma question est adressée au ministre des Sports. Le 8 septembre dernier, notre 11 national, le MENA, a joué un match au Caire, en Égypte, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça a été un match amer, nous avons perdu 6-0, une vraie humiliation. Et après la défaite dans les vestiaires, les joueurs se sont permis d'enregistrer une vidéo qui a fait le tour du monde, qui a été même diffusée sur plusieurs chaînes à l'international. Et je ne vais pas revenir sur cette vidéo où les joueurs parlaient de leurs conditions de préparation. C'était aussi une vraie humiliation. Au retour au Niger, le ministère des Sports et la Fédération nigérienne de football n'ont pas voulu, je pense, sanctionner les jeunes, peut-être pour éviter que l'abcès ne soit crevé. Au retour des enfants, je pense qu'il y a eu une visite du président de la CAF à Niamey. Le président de la République, chef de l'État, comme d'habitude quand il s'agit du sport, avait demandé, avait ordonné à ce que ces jeunes soient désintéressés, que les primes d'appel, les primes de match et les primes de déplacement soient payées. Parce que c'est tout à fait normal. Quand des jeunes ne sont pas dans des conditions, ils ne peuvent pas rivaliser avec des grandes équipes. Ce montant a été décaissé. Avec les investigations que j'ai eu à faire au niveau de plusieurs joueurs, la totalité de ces primes n'ont pas été payées à ces joueurs. La question que je voulais poser à M. le ministre, pourquoi, quand le chef de l'État ordonne, malgré les problèmes de trésorerie, à payer ces jeunes, dont la plupart c'est des jeunes orphelins qui n'ont pas de travail, qu'est-ce qui a bloqué? Est-ce la faute du ministère des Sports? Est-ce la faute de la Fédération nigérienne de football? C'est une question que beaucoup de jeunes se posent aujourd'hui dans les FAD un peu partout. Vraiment, nous vous avons situé ce problème. Et surtout, ce que je n'arrive pas à comprendre, quand un président de la République ordonne, je ne vois pas pourquoi nous devons traîner les pas. Je vous remercie. Merci, Abdraman. Donc, ce que je voulais
je vais revenir un peu quand il parle de Salif Mayaki. Bon, Mayaki lui a déjà répondu. Et quand il dit que toutes ces années, ils n'ont pas parlé parce qu'il était en justice, Dieu merci. Moi, je n'ai jamais eu affaire à la justice. Je n'ai jamais été inquiété par la justice. Et je me demande, quand il dit qu'il a été blanchi, il a été blanchi avec quel document? C'est la question que je voudrais poser au président de la Fédération nigérienne de football. Est-ce qu'il se rend compte de ce qu'il est en train de dire? Que lui, sa gestion était clean, donc donc le dossier était pendant en justice de 2013 à récemment, donc plus de 7 ans en justice. Nous, on ne nous a jamais appelés, on ne nous a jamais demandé de prouver quoi que ce soit. Lui, il est blanchi, alors que nous lui avons remis des documents de notre gestion. Donc, il y a deux options. Soit il est blanchi, tout le monde est blanchi, soit les documents que nous lui avons remis, il les a changés pour qu'ils puissent être blanchis. Voilà les deux options. Et je pense qu'il ne se rend pas compte de ce qu'il vient de dire. Et quand il parle de 163 millions, ce n'est même pas 163 millions, je pense qu'il ne se rappelle même pas, c'est 165 millions. Je pense qu'il doit avoir la maladie d'Alzheimer. Il doit avoir des problèmes, je pense bien. Donc quand il parle de 163 millions, c'est 165 millions. Et ça me fait tellement rire et sourire. Parce que vous savez, c'est ça, il a l'impression que c'est un gros montant. Ou bien, je ne sais pas, comme si j'ai géré... D'abord, il n'y avait pas de restauration dedans. Je ne vais pas profiter pour dire qu'il y a d'autres charges par rapport à la restauration. En 2012, quand nous sommes revenus de la CAN 2012, nous avons fourni des documents. Et quand j'ai démissionné, c'est même moi qui ai demandé qu'on audite un peu la fédération pour voir ce qui se passe un peu au niveau de la Fédération nigérienne de football. C'est moi qui ai demandé cela. C'est moi qui ai dénoncé beaucoup de choses, beaucoup de travers qu'il y avait à l'époque. Et vous allez voir dans une vidéo tout de suite où je demandais cela. C'est une vidéo d'archives qui date de 2013. Je demanderai solennellement aujourd'hui, solennellement, qu'on audite la FENIFOOT de juillet 2009 à juillet 2013, s'ils veulent. On peut leur laisser 2 mois pour préparer le papier. Ils ne pourront pas s'en sortir. Donc, vous avez bien écouté un extrait de ma conférence de presse, donc au soir de ma démission de la Fédération nigérienne de football, le 15 mars 2013. C'était à mon initiative. C'est moi qui ai demandé donc, que l'État puisse vraiment jeter un coup d'œil dans ce qui se passe dans cette fameuse maison, donc la FENIFOOT. Donc aujourd'hui, 10 ans après qu'il ramène cela me fait rire. Cela me fait tellement rire parce que je me dis à quel but tu le fais, ce jet de discrédit. De toute façon, il est spécialiste de ça. Je me rappelle le coup qu'il a voulu faire au ministre Mokhtar Kassoum lors de la CAN Junior de 2019 où il est allé dire aux autorités coutumières que c'est Kassoum qui ne voulait pas que les gens jouent à Maradi à l'époque pour le discréditer dans sa région. Il est spécialiste, on le connaît pour ça, et ceux qui ont travaillé avec lui savent comment il marche. Donc pour revenir un peu sur ces accusations, soit disant que j'ai géré 165, mais il y a 10 ans, j'ai fait une conférence de presse par rapport à ça où j'ai tout détaillé. Quand les régisseurs sont venus, il y a encore 2 financiers de la FENIFOOT qui étaient au Gabon. Et mon grand frère Salif Maya, qui est témoin à l'hôtel Méridien, quand j'ai dit au colonel Pelé que les financiers devraient prendre le relais, après d'ailleurs une dispute que nous avons eue par rapport à des locations de buts, j'ai dit non, moi j'ai fait ma mission n'est pas de venir payer des hôtels, mais d'identifier et que les financiers fassent le reste. Ils m'ont dit non, comme c'est toi qui connais, tu as commencé, continue jusqu'à la fin. Non, c'est comme ça, ils ont fait d'autres virements. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé avec 165 millions d'envoyés à Libreville. Pas seulement pour les hébergements, mais même les tickets du Kokan, même les extras de l'hôtel du MENA, tout a été payé. Souvent, eux-mêmes, le président ou bien les financiers même, quand ils ont besoin de quelque chose, ils me disent « aimez-nous un chèque pour payer cela et cela ». On est rentré. Toutes ces factures-là sont là. Toutes les copies de ces chèques-là sont là. Le compte, je l'ai fermé que quand je suis rentré à Niamey parce que j'avais laissé, je pense, 4 millions là-bas, dans le compte, parce qu'il y avait une dame qu'on devrait payer
900 000 francs, je pense, qu'on n'arrivait pas à joindre. Donc j'ai dit au directeur d'Ecobank, écoutez, ce qui est sûr, peut-être cette dame va se manifester par là, ou bien si jamais elle nous appelle, parce qu'elle a mon contact du Niger, je lui dirai de passer vous voir et je vais vous faxer un ordre de paiement pour que vous puissiez payer à cette dame. Je leur lance un défi. Depuis mon départ, qu'il me prouve qu'il est allé dans un pays à l'étranger où il a pu ouvrir un compte bancaire intitulé Fédération nigérienne de football. Tout le monde sait que quand tu n'es pas résident dans un pays, ou bien quand une association n'exerce pas dans un pays, ouvrir un compte bancaire est très compliqué à l'étranger. J'ai pu le faire. Il devrait même me féliciter par rapport à ça, parce qu'il aurait voulu que je gère comme lui, il gère, comme ses financiers gèrent, avoir des millions dans un sac et me balader dans les ruelles de Libreville. Moi, je ne suis pas comme ça, parce que, et je l'ai dit dans mon point de presse, je suis tellement ambitieux, et puis je suis tellement fier, et j'ai tellement de choses, si Dieu me prête longue vie, il y a tellement de choses que j'aimerais bien faire que je ne peux pas me salir sur certains points, sur certaines choses qui vont me rattraper demain. C'est pour ça que je dis qu'eux, ils vivent jour le jour. Moi, je ne vis pas jour le jour. J'ai un objectif et je suis sur la trajectoire. Voilà la différence entre moi et eux. Le vrai problème, moi, ce n'est pas sur ce qu'il est en train de... Je sais que c'est un spécialiste de jet de discrédit. Donc, il fallait discréditer Salif, il fallait me discréditer jusqu'à dire votre honorable. Donc, lui, pour lui, je ne suis pas son honorable. Ce n'est pas un problème. Je veux revenir aussi par rapport à ma députation qu'il essaie de dénigrer. En tant que député, vous allez voir les images sur l'écran tout à l'heure, en tant que député, j'ai fait partir quand même 3 joueurs très connus, anciens joueurs. Parce que j'étais à l'Assemblée, au niveau des ACP, donc avec mon grand frère Diofo, qui a un voisin allemand qui est dans le football. Diofo n'étant pas du football, m'a dit, discute avec lui, voir est-ce qu'on peut... Et on a pu avoir des stages en Allemagne. Nous avons pu avoir des stages en Allemagne. Et à la différence, c'est là où moi je suis différent d'eux, le premier stage, on devrait envoyer 2 personnes. Directement, j'ai pensé à Issoufou Alassane Dante, qui est le joueur le plus titré de l'histoire de notre football et qui voulait se reconvertir. Et ensuite, j'ai pensé à Papin. J'ai pensé à Papin de la Garde. Donc, je les ai approchés, j'ai dit, bon, donnez-moi vos passeports. Dante n'avait même pas de passeport, on a couru aussi pour faire le passeport et tout. Et on a fait le visa avec le concours des services protocolaires, du service du protocole de l'Assemblée nationale, pardon. Nous avons fait ces visas et nous avons payé les billets d'avion. Les billets, c'est nous nous avons payé ces billets d'avion-là. Et ils sont allés pour faire plus d'1 mois de stage au niveau, dans une région vers Francfort, et ils sont revenus. J'ai envoyé donc, comme je l'ai bien dit, Papin et Issoufou Alassane Dante. Au passage, je salue même le haut commandant en second de la garde nationale, Issaka, qui a été très compréhensif, qui était très content et qui a vraiment été très disponible pour Papin, pour l'aider, même pour ses perdièmes et tout, pour qu'il puisse aller en Allemagne. J'aurais pu amener un cousin ou amener l'entraîneur de mon équipe, le Liptako. Je ne l'ai pas fait. Parce que je me dis que c'est une fonction noble et on ne s'appelle pas honorable pour rien. Je pense que la transparence commence par ça. Je me suis fait donc violence. J'ai dit non, il faut amener des gens qui méritent et qui pourront demain servir le football nigérien. L'année qui suit, nous avons encore bénéficié de 2 autres, comment on appelle ça, 2 autres stages. Pour l'Allemagne, encore une fois. Et cette fois-ci, j'ai pensé à Idriss Alawali. J'ai pensé donc à Idriss Alawali, que vous connaissez très bien, le capitaine donc, de la sélection qui nous a qualifiés quand même, de l'équipe qui nous a qualifiés pour la CAN 2012 et 2013. Je me suis dit que si Idriss Alawali veut bien se reconvertir en entraîneur, surtout qu'il avait commencé déjà avec le Sahel, il fallait faire en sorte que Idriss Alawali aussi puisse aller en Allemagne faire cette formation-là. Je n'avais même pas le numéro de téléphone de Idriss Alawali. J'ai appelé Abdraman Issa Maïga, le coach actuel de la douane,
pour lui demander le numéro de Idriss Alawali et qu'il m'a donc transféré. J'ai appelé donc Idriss Alawali pour lui dire, écoute, est-ce que tu as un passeport en cours de validité? Il m'a dit oui. J'ai dit, bon, viens. J'ai rempli déjà, j'ai fait tous les dossiers et nous avons également sollicité, comme je l'ai dit tout à l'heure, le protocole de l'Assemblée nationale pour les accompagner. J'étais avec eux pour pouvoir faire le visa pour Idriss Alawali et un autre jeune que vous ne connaissez pas, qui s'appelle Ayoub Aboubakar. Ayoub Aboubakar, parce qu'il est de la région de Tamou. Plusieurs années, c'est lui qui s'occupe du football, c'est lui qui aide les jeunes. Et je ne serai pas ingrat, je suis avec l'honorable Diofo dans cette mission. J'ai demandé donc à l'honorable Diofo, est-ce qu'il connaissait un jeune entraîneur pour qu'on puisse aussi l'amener? Parce que, quoi qu'on dise, on était ensemble quand nous avons eu ces stages, il faut aussi qu'il fasse profiter quelqu'un. Donc c'est là que Diofo m'a dit, si il y a un jeune professeur d'EPS qui fait de son mieux dans la région, souvent à 0 francs il se bat, ça serait bien de le compenser. Et voilà comment aussi ce jeune s'est retrouvé avec Idriss Alawali pour aller en Allemagne. Donc, en 4 ans, j'ai amené 4 personnes en Allemagne pour faire des formations d'entraîneurs. Lui qui est le président de la Fédération nigérienne de football, je le mets au défi qu'il me donne le nom d'un seul entraîneur qu'il a envoyé à l'étranger grâce à ses relations personnelles. Je ne parle pas de la FENIFOOT. Grâce à ses rapports, ça fait 12 ans qu'il est à la tête de la fédération, qu'il me donne le nom de 1 ou 2 entraîneurs qu'il a envoyés en Europe pour pouvoir faire une formation. Donc, qu'il arrête de dire votre honorable, je suis honorable. Ce n'est pas à lui de juger ou bien de douter de mon honorabilité. Ce qui est sûr, ce n'est pas à lui de le faire. Bien que je sais que lui, il est dans cette logique de jet de discrédit. Donc, voilà ce que je voulais dire donc, par rapport à cette partie qui nous concernait, moi et Salif Meyaki, par rapport donc à cette gestion de fonds. Et ce qui me fait rire, c'est qu'il parle de 200 et quelques millions. Il parle de 200 et quelques millions par rapport à Salif, et moi, il parle de 160 millions. Quand vous faites le cumul, c'est dans les 400 millions. Mais la CAN 2012, il y a eu plus de 1,5 milliard. C'est-à-dire que les 350 Nigériens, là, y compris les joueurs et tout, c'est ces 160 millions-là qui a géré tout ça, là. Les extras de l'hôtel du MENA, les tickets, le transport des supporters et des Nigériens vivant à Libreville. Tout ça, là, c'est les 165 millions dont il parle là qui a géré ça. Donc, le milliard, là, il est passé où? Le milliard, là, il est passé où? Il l'a détaillé comment il a justifié? Surtout qu'il dit qu'il a été blanchi, non? OK. Nous, 165 millions à gérer 350 compatriotes, comme je dis, qui sont allés à Libreville. Et j'ai même oublié dans mes détails, 350 Nigériens, bon, il y a au moins des gens, certains qui avaient des passeports de service. Le visa à l'aéroport de Libreville coûte 30 000 francs. 30 000 francs. Quand vous faites 300 multiplié par 30 000, vous avez déjà 9 millions qui partent uniquement dans les visas. Quand il vient raconter ces... Oh là là, je ne sais même pas comment répondre à ce monsieur. Mais je comprends un peu. Quand un officier supérieur de l'armée fait le procès d'un chef d'État et de son Premier ministre, soi-disant qu'il ne finance pas assez le football, il y a problème. Il y a problème. Il y a problème. Parce que ce n'est pas à lui, quand même, de parler comme ça. Il ne faut pas être ingrat dans la vie. Parce que ce que le chef de l'État, Bazoum, a fait pour lui, je pense que ce n'est pas à négliger. Depuis la mort du président Barré, nous qui sommes les présidents des clubs, nous avons toujours dit que jamais un président de la République n'a assisté à une coupe nationale. Et que dans tous les pays du monde, c'est le président de la République qui remet la coupe au capitaine de l'équipe vainqueur. On a toujours dit ça. Il l'a dit, je l'ai dit, tout le monde l'a dit. Le président de la République donc, a fait le déplacement au stade. Et je pense que c'était à féliciter. Moi, j'ai même écrit sur ma page que j'étais vraiment très content de voir le chef de l'État faire le déplacement au niveau du stade. Et surtout que ça fait des années que nous sommes en train de crier sur tous les toits que ce n'est pas normal que le chef de l'État ne puisse pas venir au stade pour la Coupe nationale. Donc,
pourquoi je parle de la Coupe nationale maintenant? C'est parce que c'est en fait, voilà pourquoi il m'en veut. Voilà pourquoi le président de la Fédération nigérienne de football m'en veut. Quand le chef de l'État a fait le déplacement donc, au stade, il a fait des gratifications de 15 millions, où il a demandé de donner 1 500 000 francs, 1 500 000 francs, 1 500 000 francs à chaque buteur. Il a dit de donner 5 millions de francs aux vainqueurs. Il a dit de donner 3 millions à l'équipe finaliste, donc le finaliste malheureux. Il a dit de donner donc 2 millions aux journalistes sportifs. Il a dit de donner 2 millions à la FENIFOOT. Je me demande même pourquoi donner 2 millions à la FENIFOOT. Il a dit de donner 1 million aux gardiens de but des deux équipes et 500 000 francs aux supporters. Je vais vous dire pourquoi. La Coupe nationale a eu lieu le 29 juin, si ma mémoire est bonne. Et tenez-vous bien, 3-4 jours, voire même 5 jours après la finale de la Coupe nationale, les gardiens de but n'ont pas reçu leur gratification, alors que tout le monde avait reçu ces gratifications que le président de la République a bien voulu donner donc, à ces jeunes le jour où il était au stade. Donc j'ai fait, et après ça, j'ai été contacté par des parents, des familles de ces jeunes gardiens de but pour me dire que tout le monde a reçu ses gratifications, sauf les gardiens de but. Donc j'ai fait un post sur ma page Facebook pour dire que je remercie encore une fois le président de la République pour son geste, et que d'ailleurs, tout le monde a reçu ses gratifications, sauf les gardiens de but, et nous ne savons pas pourquoi. Sans indexer la Fédération nigérienne de football ou indexer qui que ce soit. C'était juste une manière de faire connaître, lancer l'information, et ce qui est sûr, je me suis dit que les gens allaient réagir. Mais tenez-vous bien, sur ma même page où j'ai mentionné cela, le président des supporters a écrit un commentaire sur Facebook pour dire que en fait c'est le chef de l'État même, qui a demandé à ce qu'on ne donne plus ces gratifications à ces joueurs parce qu'il n'a pas aimé leurs prestations, et que de remettre cette somme aux supporters. Vous voyez à l'écran, c'est le commentaire du président des supporters du MENA, Abdourafa, qui est très proche du colonel-major Pelé, président de la Fédération nigérienne de football. Et j'ai répliqué sur la même page pour dire que je n'étais pas d'accord, que le chef de l'État ne pouvait pas annoncer des gratifications, surtout que c'était au micro devant 15 000 spectateurs, et revenir sur sa parole pour dire de ne plus donner à ces jeunes. J'ai dit non, je ne crois pas, et je pense que ce n'est pas bien ce qu'ils sont en train de faire. Le président de la République les a honorés en venant au stade, donc il devrait quand même si c'était le cas, il avait demandé de ne plus donner aux gardiens, ce qui n'est pas d'ailleurs vrai, eux, pour en retour l'honorer, ils auraient pu quand même, les 2 millions qu'on avait dit de donner à la Fédération nigérienne de football là, ils auraient dû prendre dans cette somme là pour donner à ces gardiens de but là. Voilà les problèmes qui ont commencé. Le président de la Fédération m'a appelé pour me dire que pour mon information, c'est le président même qui a demandé de ne plus donner à ces gardiens de but là. J'ai trouvé ça tellement bas et ridicule que je ne savais même pas quoi lui dire. J'ai juste dit au président de la Fédération, si c'était le cas, de la même manière que ça a été annoncé au micro, ils auraient dû, juste après le match, annoncer aussi à ces jeunes gardiens de but qu'ils n'avaient plus droit à ces gratifications. Donc, et tenez-vous bien, après ce clash que nous avons eu par rapport donc à ces gratifications de la Coupe nationale, 2 jours après, comme par hasard, ces jeunes ont été reçus par le premier vice-président de la Fédération nigérienne de football pour leur remettre leur enveloppe en compagnie donc des dirigeants de l'AS Police
et de l'AS Gendarmerie. Si réellement le chef de l'État avait dit de ne plus donner à ces enfants-là, pourquoi 2 jours, 3 jours, en catimini, ils ont appelé ces jeunes-là pour leur remettre ces enveloppes? Voilà ce qui se passe au niveau de la FENIFOOT et voilà pourquoi personne n'a confiance à la FENIFOOT. Ces comportements justement qui ne sont pas dignes quand même de certains dirigeants. Parce que quand on dirige quand même une structure comme la FENIFOOT, il y a certaines choses qu'on doit se priver quand même de faire. Parce que comme des jeunes orphelins qui n'ont rien, on peut mettre de côté quand même des gratifications ou bien on peut empêcher à des jeunes joueurs des gratifications que le chef de l'État a bien voulu leur donner. C'est grave, c'est très grave. Et voilà pourquoi ils n'ont pas de financement. Et voilà pourquoi ils souffrent. Et voilà pourquoi il n'y a pas de sponsor. Il l'a bien dit, ça fait 12 ans qu'il est à la tête de la fédération. Où sont les sponsors? Actuellement, nous n'avons pas de sponsors. Est-ce qu'à sa place, j'aurais honte? J'aurais honte d'être à la tête d'une fédération pendant 12 ans et ne pas avoir un sponsor. J'aurais honte à sa place de faire 12 ans à la tête d'une fédération et de ne pas avoir un équipementier. Voilà ce qui résume l'échec du colonel-major Pelé qui doit faire ses valises et laisser notre football à des gens sérieux qui veulent le gérer. Je l'ai entendu dire, ou bien ses partisans dire que je suis intéressé par la FENIFOOT. Non, je suis plus ambitieux qu'une fédération nigérienne de football. Si j'ai été candidat à la présidence de la République, c'est pour dire que je ne pourrais pas être candidat à la fédération nigérienne de football. Je ne suis pas comme lui. Je ne suis pas comme lui. Et c'est pour ça que j'ai dit que j'ai été avec lui pendant 4 ans, mais apparemment, il ne connaît personne. Il n'a pas eu le temps d'étudier ses collaborateurs pour savoir qui veut quoi, qui aspire demain à faire quoi. Il ne sait absolument rien de nous. On s'est retrouvés par hasard et Dieu merci, on s'est séparés aussi par hasard. Donc, pour revenir donc un peu à l'acharnement qu'il a par rapport à moi, c'est par rapport donc à cette histoire de Coupe nationale où j'ai dit qu'ils n'ont pas été sérieux par rapport aux gratifications que le président a demandé de distribuer normalement et ils ont voulu ne pas faire cela. Pourquoi il ramène tous ces problèmes? Quand en 2017, lors de son élection, il était face à Salif Mayaki. Le ministre Kassou Mokhtar m'a demandé d'être donc médiateur entre les deux parce que c'était un peu chaud et c'était un moment aussi où c'était tendu entre lui et Omar Saleh, notre grand frère Omar Saleh du Sahel. Donc, le ministre Kassou m'a dit, j'ai vu que tu as des bons rapports avec Salif Mayaki et je vois aussi qu'avec le colonel, bon, ça va. Et je sais que Omar Saleh t'estime beaucoup, tu es un de ses bons petits frères. Et voilà comment Mokhtar Kassoum a même fait un document où il me demandait d'être donc le médiateur. Et tenez-vous bien, j'ai voyagé avec les observateurs de la FIFA dans le même, on a fait le même vol Niamey-Maradi, un vol qui a été affrété par la Fédération nigérienne de football. Donc si à l'époque où en ce moment il était en justice, il pensait que c'est nous qui l'avons amené en justice, il n'allait pas accepter que Mokhtar Kassoum fasse de moi un médiateur. Voilà les questions qu'il faut se poser. Après la CAN, la CAN où nous sommes qualifiés U17 au niveau du Gabon, je suis allé avec eux là-bas. À mes frais, j'étais dans un hôtel à mes frais pour soutenir les jeunes. Pourtant, il était là-bas, je partais le soir les voir à l'hôtel, les encourager et tout. Ce qui est sûr, comme je l'ai dit, c'est juste pour discréditer, mais je pense qu'il est mal tombé et je suppose aussi qu'il n'était pas lucide ce soir-là, parce que s'il était lucide, il n'allait pas scier la branche sur laquelle il était assis. Donc voilà ce que moi je voulais dire par rapport donc à ce droit de réponse que suite donc à la sortie ratée, je répète bien, suite à la sortie ratée du président de la Fédération nigérienne de football qui dirige votre football depuis 2009, donc 12 ans qu'il est à la tête de votre fédération, de notre fédération, et justement aujourd'hui nous avons des sérieux problèmes par rapport donc à notre football. Parler du centre technique de la FENIFOOT, pardon. Beaucoup de jeunes ne savent pas que ce n'est pas le colonel-major qui a construit ce centre technique. Ce centre technique, c'est d'abord l'ancien président Ima Souley. Ensuite, il y a eu le colonel Diallo. Et lui, il est venu aussi, il a bénéficié de certains goals. Les goals, c'est des financements que la FIFA donne
pour donc construire. Donc il a construit l'hôtel et il est en train de faire actuellement des terrains un peu partout, qu'il loue d'ailleurs à d'autres personnes, parce que ces terrains qu'il y a au centre technique, ce n'est pas pour que les vrais acteurs de football puissent en bénéficier. Parce que quand vous faites un tour aujourd'hui au niveau du centre technique, vous allez comprendre que vraiment c'est devenu un centre de commerce où on loue les terrains un peu partout à des sociétés, à des particuliers. Donc je voulais parler du centre technique parce que dans sa sortie, le président de la fédération disait qu'ils vont créer une académie. Mais est-ce que je pense que les gens ne se rendent pas compte. Ce n'est pas le rôle d'une fédération de créer une académie. Ce n'est pas le rôle de la fédération. Je pense qu'on peut faire une académie nationale. Et ça aussi, ceux qui n'aimeraient pas entendre, c'est normalement le ministère de tutelle qui doit gérer cela et faire en sorte qu'il y ait d'autres académies un peu partout à l'intérieur du pays pour pouvoir donc faire les détections et pouvoir donc alimenter l'académie au niveau donc, du centre technique. Mais normalement, ce n'est pas à la fédération de le faire. Parce qu'une fédération ne doit pas dire qu'elle a des joueurs. Normalement, les joueurs appartiennent au club et autres. Et je me demande comment eux, ils vont gérer cette transition de placement des joueurs après quand ils seront opérationnels. Avant de terminer, je voulais parler de quelque chose de très important. Il suffit juste d'observer ce qui se passe aujourd'hui autour de notre football. Aujourd'hui, regardez un peu même l'environnement concernant les journalistes sportifs a été aujourd'hui pollué par ce qui se passe au niveau de la Fédération nigérienne de football. Personne ne critique, personne ne donne son point de vue, personne n'a le droit même d'analyser une situation, même par rapport aux sélections, aux présélections et même aux compétitions. Ça veut dire que c'est très grave. Et je voulais également dire, de toute façon tout le monde le constate, notre football est géré comme si le président de la fédération gérait un camp militaire. C'est-à-dire qu'il ne donne que des ordres et personne ne doit contester ses volontés. Il doit comprendre que c'est une association. Et dans le cadre associatif, je pense que tout le monde a son mot à dire. Et c'est très important. Sinon, notre football risquerait vraiment d'aller vers des dérives. Bien qu'aujourd'hui, notre football est en train vraiment se porte très mal. Avant de terminer également, je voulais évoquer aussi quelque chose de très important. Vous savez, quand vous critiquez la Fédération nigérienne de football, le tout-puissant président de la Fédération nigérienne de football vous suspend ou bien il vous radie carrément du football. Nous avons eu plusieurs cas. Maliki a été radié, Omar Saleh a été radié, le président Denis du Sahel récemment a été suspendu, donc radiation en téléchargement, c'est ce que ça veut dire. Donc ne soyez pas surpris aussi qu'ils se réunissent demain pour dire à ses lieutenants de voir comment on peut me radier peut-être du milieu de football. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que moi j'ai plusieurs casquettes. Je suis aussi promoteur d'une chaîne de télévision, donc je peux m'exprimer à volonté et surtout à 0 franc. Parce que, pour votre information, son show qu'il a eu à faire au centre technique a coûté entre 7 et 9 millions pour 1 heure de temps avec un contenu justement qui n'a convaincu aucun Nigérien. Donc, je voulais également rendre hommage à tous ceux qui se battent pour le football, qui investissent dans le football, parce que je pense que c'est même ça le vrai problème. Ils ne veulent pas entendre parler des dirigeants qui sont autonomes et qui investissent vraiment dans le football. Au passage, ils ont même essayé d'effacer de l'histoire du football nigérien tous ces braves dirigeants qui se sont saignés, qui ont investi des fortunes dans notre football à l'époque avant son arrivée. Je pense à Diambeidou, le président Diambeidou du Sahel, qui est un monument, qui a fait beaucoup pour le football nigérien et qui essaie aujourd'hui de faire oublier. Je pense à Dansoussou, qui a beaucoup fait aussi au niveau du Sahel. Je pense à mon frère Omar Saleh, qui était un cadre aussi du Sahel, qui faisait beaucoup pour le football nigérien.
beaucoup, en tout cas les Moussa Sidi, qui aujourd'hui ne sont plus dans le monde du football, mais qui sont au niveau de la Chambre de commerce, Amadou Himasoule, qui était l'ancien président de la Fédération nigérienne de football et président de la GST à l'époque, tous ces grands messieurs qui ont tout donné pour notre football, qu'il essaye aujourd'hui d'effacer de l'histoire de notre football. Personne n'a le droit de tronquer l'histoire d'un pays. Je pense que nous n'allons pas les oublier et nous n'allons pas oublier tous ceux qui sont en train de faire également beaucoup de choses au niveau du football. Donc voilà un peu ce que je voulais dire par rapport vraiment à toutes ces personnalités qui se sont battues pour notre football ici au Niger. Et je pense qu'il faut surtout éviter d'être ingrat face au ministère de tutelle qui aujourd'hui, quand vous l'écoutez souvent, il dit même qu'il a des pots de bananes, on lui met des bâtons dans les roues au niveau du ministère de tutelle. C'est grave, venant quand même d'un officier supérieur du Niger. Donc mes chers compatriotes, voilà là où je voulais m'arrêter par rapport donc, à ma réponse, à mon droit de réponse, par suite donc à la sortie donc, du président de la Fédération nigérienne de football ce 4 mars dernier au niveau du centre technique national. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse notre pays. Mes sincères condoléances suite donc à cette attaque barbare qui a eu lieu il y a quelques jours donc sur l'axe Niamey-Ouaga au niveau dans la région de Terra, et surtout aussi étant de la presse, je présente aussi mes sincères condoléances donc à la famille de la presse qui a perdu donc un grand monsieur, monsieur Gréma, le PDG du groupe Amfani, que la terre lui soit légère. Et voilà d'ailleurs pourquoi je n'avais pas répondu immédiatement après la sortie du président de la Fédération nigérienne de football. Nous étions en deuil, la presse était en deuil, et donc j'ai jugé utile quand même d'attendre